Nicolas Guerrero, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, enseignant en classe préparatoire à Sciences Po et aux écoles de commerce, et aussi auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Studirama, des ouvrages déjà parus, et puis un que vous êtes en train de finaliser, qui va s'intituler « Bien préparer Sciences Po ». Alors on imagine effectivement qu'il s'adresse à des étudiants qui veulent passer les concours, mais les concours de Sciences Po Paris seulement ? Non, effectivement, il s'adresse à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui ambitionnent d'entrer dans un IEP, un institut d'études politiques, qu'on appelle aussi parfois Sciences Po, alors soit Sciences Po, celui de Paris, soit les autres IEP, il y en a 9 en tout, dont celui de Paris. Et les IEP ont des procédures, se caractérisent par des procédures d'admission. Ils ont parfois des procédures d'admission communes avec l'exa-concours et puis parfois des spécificités. Mais en tout cas, vous avez généralement une procédure d'admission pour l'entrée en première année. Dans certains d'entre eux, une procédure d'admission pour entrer en deuxième année, ce qui n'est pas le cas à Paris. Et dans la plupart d'entre eux, tous, la possibilité d'accéder en quatrième année au niveau du master. Alors l'idée justement de cet ouvrage, c'est de présenter les différentes formes d'admission et puis de donner des conseils, c'est ça, de préparation? Tout à fait, absolument. L'idée, c'est, premier temps, de présenter effectivement quelles sont les voies d'accès, les procédures d'admission dans tous les IEP de France et quelles sont, pas uniquement les procédures d'admission en première année, mais toutes les procédures d'admission. Première année, deuxième année quand c'est le cas et quatrième année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de donner effectivement des conseils d'organisation et des conseils de méthode pour bien préparer Sciences Po. Et puis la troisième partie, c'est de donner des conseils de lecture et des conseils donc bibliographiques en fonction des types d'épreuves. Alors justement, si on doit un peu rentrer dans le vif du sujet, quels sont peut-être les grands, les petits conseils que l'on peut donner aux étudiants qui se destinent à ces études-là? Alors il y a un premier conseil qui à mon avis est important, que j'aimerais indiquer, c'est un conseil d'organisation. Alors, pour Paris, l'examen d'entrée en première année a lieu en mars, début mars, depuis la réforme 2013. Pour l'exa-concours, il avait lieu fin mai cette année. Pour les examens d'entrée en quatrième année, ça peut un peu varier. Mais quel que soit le moment où un étudiant décide de préparer l'un des examens, une procédure d'admission, ce qui est important, je crois, c'est qu'il se fasse des plannings de travail. Et un planning de travail qui soit réaliste. Parce que faire un planning de travail irréaliste n'a aucun intérêt. D'abord, c'est pas très bon pour le moral de ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc il faut faire des plannings de travail réalistes. En revanche, il faut les tenir. Il faut les tenir, ce qui signifie de faire preuve de discipline et de rigueur vis-à-vis de soi-même. Alors soit on arrive à les tenir tout seul, soit si on a du mal à les tenir tout seul, il faut demander de l'aide à un proche par exemple, en faisant son planning de travail, en confiant ce planning de travail à ce proche, qui ensuite vous demandera de rendre des comptes, en disant est-ce que tu as fait ce que tu avais prévu de faire. Ça peut être une mère, un père, un frère, une sœur, qui vous voulez, un ami. Parce que, en tout cas pour celles et ceux qui, et je sais que parfois il y en a qui ont du mal pour cela, à s'autodiscipliner. C'est une façon de dire, cette feuille de route, c'est un contrat que je passe avec moi-même, mais finalement, il y a un tiers qui est un peu le juge de paix et qui vérifie, qui est un peu le garant. Voilà, il faut se dire, c'est une autorité supérieure, ça ne vient pas de moi, c'est une autorité supérieure auprès de laquelle je dois rendre des comptes. Et puis certains arrivent à se discipliner tout seuls, et dans ce cas-là, c'est très bien. Mais donc la première chose, je crois, c'est un conseil d'organisation et de se faire des plannings de travail qui balayent les différentes épreuves que la procédure d'admission, la voie d'accès que vous visez comprend. Très bien, donc être bien organisé. Donc ça c'est le premier conseil, oui, faire des plannings de travail, faire une feuille de route et éventuellement la confier à quelqu'un qui est un peu celui qui vérifie. Le deuxième conseil, c'est probablement un conseil de méthode qui est le suivant, c'est, et ça c'est ce que j'évoque dans l'ouvrage, de présenter comment traiter un sujet en fonction des types de sujets. Il existe une grande pluralité de types de sujets. Vous pouvez avoir des sujets au style direct, par exemple, faut-il, peut-on, doit-on, des questions au style direct et des questions fermées, ou alors non fermées, par exemple, dans quelle mesure, et
qui appellent un traitement un peu particulier. Vous avez d'autres types de sujets qu'on appelle des sujets notionnels ou des sujets secs, donc une notion, et là aussi ça appelle un traitement un peu particulier. Vous avez des sujets de la forme notion A et notion B, où évidemment le mot « et » appelle le candidat à étudier la nature des liens et des relations entre les deux notions. Donc voilà différents types de sujets avec à chaque fois un certain nombre de questions que le candidat doit se poser pour trouver des éléments intelligents et construire un propos de manière pertinente en fonction du type de sujet. C'est un certain nombre de conseils de méthode que je donne dans l'ouvrage sur ce sujet. Puisqu'évidemment, on ne les donne pas tous, mais ça donne à ceux qui nous écoutent une idée, un petit peu des conseils très pratiques. Oui, des conseils très pratiques. Un autre point qui me paraissait intéressant et que je développe aussi dans l'ouvrage, c'est quelque chose auquel parfois les étudiants ne pensent pas suffisamment, c'est le fait qu'il faut bien penser aux différentes acceptions des termes du sujet. On sait très bien que dans l'introduction, l'une des choses à faire, c'est évidemment de présenter, de définir les termes du sujet. C'est une base qui est indispensable, de même qu'ensuite il faut poser la problématique et annoncer le plan. Et très souvent, on a tendance, parce qu'on utilise un terme selon une seule signification le plus souvent, on a tendance à faire l'économie de la démarche qui consiste à s'interroger sur les différentes significations que peut recouvrir un terme. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Et le fait de se forcer à se poser la question des différents termes peut ensuite donner des indices très utiles pour construire le plan. Un sujet qui pourrait être formulé de la manière suivante: faut-il être cultivé pour apprécier l'art ? Sujet très classique qui pourrait être donné en culture générale. Faut-il être cultivé pour apprécier l'art? D'abord, c'est un sujet qui est un peu déroutant. Évidemment, un des mots les plus importants du sujet, c'est le terme apprécier. Alors effectivement, la signification, en tout cas celle qui nous vient peut-être le plus spontanément pour le mot apprécier, le synonyme, c'est aimer. On a tendance à penser que apprécier, c'est comme aimer. Faut-il apprécier l'art? Faut-il aimer l'art pour être cultivé? Alors évidemment, si on pose le sujet de cette manière-là, faut-il être cultivé pour aimer l'art? Oui, c'est ça, faut-il être cultivé pour aimer l'art? On a tendance à vouloir répondre non, pas nécessaire. On peut très bien être sensible à une œuvre artistique sans pour autant être cultivé. En revanche, et donc le sujet de ce point de vue-là ne présente pas un intérêt majeur. En revanche, si on s'interroge aux différentes définitions, aux différentes acceptions que peut prendre ce terme apprécier, on sait aussi qu'apprécier, ça peut vouloir signifier mesurer. Alors évidemment, si je dis, par exemple, j'apprécie la distance qui me sépare de cette table, en fait, je mesure la distance qui me sépare de cette table. Alors évidemment, si on pose le problème de cette manière-là, faut-il être cultivé pour apprécier l'art? Eh bien, faut-il être cultivé pour mesurer l'art? Évidemment, le fait d'avoir une culture en matière artistique peut t'aider à mieux mesurer et mieux comprendre le travail d'un artiste. Et donc, de ce point de vue-là, on verrait apparaître comme cela une opposition entre deux réponses possibles qu'on peut apporter à ce sujet en fonction de la définition que l'on donne du terme apprécié. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est un conseil de méthode que les étudiants doivent garder à l'esprit quand ils voient arriver un sujet. Un exemple effectivement très concret et donc un extrait finalement de ce que l'on peut retrouver dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Bien préparer Sciences Po, ouvrage qui est à paraître à l'automne 2013 aux éditions Studirama. Merci Nicolas Guerreiro pour cette présentation. Merci à vous.